Salutations! Je m'appelle Matt, j'ai 35 ans. J'habitais auparavant dans une banlieue tranquille près d'Indianapolis, où l'absence de changement était précisément ce qui m'attirait. Je travaillais dans la logistique, rien d'extraordinaire, mais cela me procurait un revenu décent. Mon épouse, Julia, travaillait dans une clinique dentaire. Nous étions mariés depuis 6 ans et n'avions pas encore d'enfants, même si nous essayions. C'était notre projet, notre mode de vie. La vie semblait belle, du moins je le croyais. Julia et moi gardions nos habitudes. Café le matin, courses le samedi, plats à emporter le vendredi. Nous discutions des prénoms de nos futurs enfants et rêvions d'avoir un chalet à la montagne un jour. Elle riait à mes blagues. Je lui tenais la main en voiture. Je me sentais en sécurité dans notre relation, convaincu de sa solidité. Jusqu'à ce qu'un message solitaire fasse voler tout en éclats en un instant. Un message que je n'étais pas censé voir. Son téléphone était sur le plan de travail de la cuisine, et j'y ai jeté un coup d'œil par hasard. Je le regrette. C'était sa supérieure, et elle m'a répondu avec un emoji cœur. Je ne savais pas quoi répondre. Je suis resté immobile. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai tenté de me convaincre que cela ne signifiait rien, que j'analysais trop, qu'il devait y avoir une autre explication. Mais ne perçoit-on pas parfois la vérité, avant que son esprit ne puisse la comprendre? C'était mon expérience. Je le savais. Quelques jours plus tard, je l'ai confrontée. Elle a d'abord nié, naturellement. Elle a pleuré. Elle a prétendu que j'étais paranoïaque. Pourtant, j'avais déjà observé toute l'interaction. J'avais des preuves sous forme de capture d'écran. Elle a avoué. Ils m'ont informé que cela se produisait depuis des mois. Qu'elle n'avait pas voulu que cela se produise. Que c'était uniquement physique. Qu'elle continuait à m'admirer. Toutes les répliques habituelles des mauvais films. Mais ce n'était pas un film. C'était ma réalité. Je me souviens d'être assis dans ma voiture ce soir-là, garé à 2 rues de là, les mains sur le volant, sans savoir où j'allais. Je suis resté assis là. Je ne pouvais ni pleurer ni crier. Je ne pouvais même pas penser. Le monde semblait silencieux. Le divorce n'étant qu'une simple procédure judiciaire. Émotionnellement, c'était une autre histoire. Notre maison a été vendue, et je lui ai donné la plupart de nos biens, sans m'en soucier. J'avais juste besoin de partir. Le fonds d'urgence, le fonds de vacances, ou peu importe comment on l'appelle, a été dépensé pour un vieux camping-car, un Dodge Ram 2008 aménagé, plus précisément, avec un côté blanc et rouillé. Il sentait l'huile et le cuir vieilli, mais il bougeait, et surtout, c'était libérateur. Je n'ai révélé ma position à personne, ni à mes collègues, ni à mes parents, ni à mes amis proches. J'ai simplement rassemblé le nécessaire, vêtements, outils, une glacière et ma musique préférée. Et j'ai pris la route sans GPS ni destination précise, juste au volant. J'ai conduit vitre baissée, le vent dans le visage, mon téléphone en mode avion. Pas d'appel, pas de SMS, juste moi et la route. J'ai planté ma tente dans un camping isolé, près de la forêt nationale Mark Twain. Calme, froid, magnifique. J'ai fait cuire des œufs sur un réchaud portable, passer la nuit à la belle étoile, emmitouflé dans un sweat à capuche, à méditer sur mon voyage jusqu'ici. Pas bien, pas engourdi non plus, c'était déjà ça. Je suis resté plusieurs jours, j'ai fait de la randonnée, j'ai dormi dans la camionnette, j'ai griffonné des pensées étranges dans un carnet de notes d'université inutilisé. Pas de moment magique de guérison, mais le début d'une rupture avec la vie que je prévoyais. Pas de plan, juste continuer à rouler. Certains jours, j'ai parcouru 320 kilomètres, d'autres, je me suis contenté de m'asseoir au bord d'un lac. J'ai arrêté de regarder l'heure, arrêté de vérifier la date. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas encore rentrer. Peut-être jamais. Je ne le comprenais pas encore, mais ce voyage et ces événements allaient profondément changer mon existence. Ce n'était pas dû au paysage que j'avais contemplé, mais à une rencontre avec un inconnu. Cette rencontre eut lieu environ 2 semaines après mon départ. J'avais déjà traversé le Missouri et m'aventurais vers le sud, en Arkansas. En direction du Nouveau-Mexique, je suivais le charme des paysages. Certaines nuits, je me reposais dans des campings payants, d'autres sur des aires de repos ou sur des terrains publics, là où c'était autorisé. J'étais simple. Je me levais à l'aube, je me préparais un café, et je roulais jusqu'à ce que quelque chose m'arrête.
Je ne parlais à personne. Non pas par impolitesse, mais par manque d'énergie. Les bavardages superficiels me semblaient hypocrites, et j'évitais les discussions approfondies. Je n'échappais pas à quelqu'un, mais à quelque chose. Un jour, je m'arrêtai dans un camping tranquille et isolé près de Santa Fe. Cet endroit n'était pas indiqué sur les principaux panneaux routiers. Au départ, je l'ai trouvé sur une carte ancienne de la station-service. Il était niché près du lit d'un ruisseau asséché, avec quelques tables de pique-nique, des foyers et un autre camping-car au loin. Le soleil disparaissait derrière les collines, laissant derrière lui l'air paisible et doré du sud-ouest. Je me suis garé, je suis sorti, je me suis étiré, et j'ai commencé à m'installer. Ce n'était pas compliqué. Je dépliais simplement une chaise de camping, allumais un barbecue portable et faisais chauffer des conchili. Une douce mélodie jouait sur mon enceinte Bluetooth lorsqu'une voix s'est exprimée. « Excusez-moi », a-t-elle dit. « Je ne veux pas être indiscrète, mais avez-vous de la place pour quelqu'un d'autre ?» Je me suis retourné pour la voir. Elle portait un sac à dos sur une épaule, un manteau en lambeaux noué autour de la taille et un pantalon sale. Ses cheveux bruns étaient rassemblés en chignon, et elle souriait timidement mais chaleureusement. Elle semblait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu plus jeune ou plus âgée. Son visage était naturel, sans maquillage ni faux semblant. J'ai cligné des yeux, décontenancé. « Excusez-moi, pourriez-vous répéter ?» Elle sourit timidement. « On dirait que ça ne vous dérangerait pas qu'on partage un feu ce soir. Je fais du stop depuis plusieurs jours et mon chauffeur m'a déposé ici il y a quelques heures. Je suis parti en camping seul. Mais les 2 dernières nuits ont été étranges et ont fait des rencontres étranges. Honnêtement, j'aspire juste à une soirée tranquille. Je marquais une pause. Non pas que je la soupçonne d'être dangereuse, mais parce que je ne suis généralement pas habitué à une compagnie inattendue. Surtout pas quelqu'un comme vous. Vous étiez gentille, ouverte, et sembliez à l'aise dans un cadre que la plupart des gens trouveraient intimidant. Je lui indiquai la chaise pliante supplémentaire que j'avais. « Oui, certainement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle déposa soigneusement ses bagages, soupira de soulagement, et s'assit comme si elle ne s'était pas reposée depuis des jours. « Je m'appelle Émilie, » se présenta-t-elle. Nous nous serrâmes la main. Sa main était ferme. « Merci de ne pas être dérangeante, » dit-elle. Je ris. C'était le premier vrai rire que j'avais eu depuis un moment. Elle se tenait près du barbecue, se réchauffant les mains et acceptant la nourriture que je lui offrais quand elle était prête. Au début, nous avons discuté de choses et d'autres. Elle était au chômage depuis 2 mois, comme assistante vétérinaire, à la fin de son bail. Plutôt que de le renouveler ou de trouver un autre logement, elle a décidé de faire du stop. Non pas par imprudence, mais parce qu'elle se sentait piégée et qu'elle considérait cela comme le seul moyen de s'en sortir. Elle n'avait ni enfant, ni partenaire, ni attaches importantes. Ses parents avaient été déménagés dans un autre état et la communication avec sa sœur aînée était rare. Malgré sa situation, elle n'exprimait aucun ressentiment. Au contraire, il y avait une sensation de tranquillité au milieu du chaos. Plus nous parlions, plus je reconnaissais un trait familier en elle, un désir commun de déménager simplement pour se réveiller, une émotion reflétée dans les yeux de quelqu'un qui a chuté mais qui choisit de se relever. Nous sommes restés assis ensemble en silence tandis que le soleil disparaissait sous les collines, le feu continuant de crépiter. Les étoiles apparurent une à une. Elle leva les yeux au ciel et demanda « Vous êtes-vous déjà demandé à quoi j'aspire ?» Le silence du vide, pas de circulation, pas de message, pas d'alerte, juste le calme, j'affirmais. C'est pour ça que je suis parti, tout ce qui partait. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle hocha la tête et dit « Je comprends. » Plus tard, elle tendit le bras vers sa tante. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec vous. C'était réconfortant. » Un silence s'ensuivit. Puis, une étrange question. « Où allez-vous demain ?» Je restai silencieux. « Il n'y a pas de destination précise, » répondis-je. « Moi non plus, » répondit-elle avec un léger sourire. « Si vous allez vers l'ouest, et que cela ne vous pose pas de problème, je peux vous rejoindre jusqu'à la prochaine ville. » Je restai silencieux un moment, l'observant. Elle n'était ni coquette, ni manipulatrice, ni désespérée, ni malhonnête. Elle disait simplement la vérité. Et en moi, quelque chose résonna. Alors je dis « Oui, j'ai de la place. »
Elle me sourit en retour. « D'accord, j'apporterai le petit déjeuner, » ai-je répondu. Cette nuit-là, j'ai passé des heures à contempler le plafond du van, sans trop savoir pourquoi j'avais accepté. Je n'avais pas l'intention de laisser entrer qui que ce soit, mais j'avais peut-être simplement besoin d'une preuve que tout le monde n'était pas malheureux. Peut-être aspirais-je à la compagnie plutôt qu'à la solitude. L'aube est arrivée plus tôt que prévu, vers 6h45. On a frappé à la porte du van, suivi de la présence d'Émilie, portant 2 tasses de café de station-service, et un petit sac en papier. Comme je n'étais pas certain de vos préférences, elle a commandé un café noir et des sandwichs aux œufs. C'était probablement médiocre, mais c'était tout ce qu'il y avait de disponible. Son sourire semblait inspirer de doux souvenirs d'enfance. J'en ai accepté un, et j'ai hoché la tête en signe d'approbation. Idéal. Elle a pris le siège passager sans effort, sans demander. Ce n'était pas intrusif, c'était instinctif, comme si elle avait sa place. Et c'est ainsi que nous avons pris la route vers l'ouest. Notre premier arrêt fut un point de vue imprenable en Arizona, loin de toute route populaire. Nous nous sommes arrêtés dans un lieu grandiose, captivés par le ciel à couper le souffle. Nous sommes sortis du véhicule, perchés sur le capot un moment, sirotant un café dans un silence confortable. Conduire en silence était devenu une habitude, avec des arrêts occasionnels lorsque quelque chose nous captivait, et des paroles prononcées seulement quand elles nous venaient naturellement. Ce que j'admirais chez elle, c'était sa capacité à tolérer le silence sans le remplir de bavardages incessants. Ce trait de caractère m'a permis de l'apprécier davantage. Nos conversations étaient directes. Elle a parlé de son travail à la clinique vétérinaire, de la façon dont elle attribuait des noms aux chiens secourus sans les nommer, et d'un incident impliquant une morsure de perroquet qui a nécessité 4 points de suture. J'ai parlé de mon ancienne carrière dans la logistique, de la culture d'entreprise, de la dépendance aux tableurs et des sourires cérémonieux du matin. Elle a ri et a remarqué « Tu n'as pas l'air d'être une adepte des tableurs. » J'ai reconnu que je ne l'étais pas, mais j'avais maîtrisé l'art de paraître comme tel. Au cours des semaines suivantes, nous avons voyagé de Flagstaff à Sedona. Nous roulions sur des chemins de gravier, campions, et occasionnellement, nous nous douchions dans des motels quand nous le souhaitions. Elle allait proposer de partager les frais, mais j'ai refusé. L'argent n'était pas le problème, c'était le voyage. Elle dégageait une énergie qui semblait taillée sur mesure pour la route. La tête par la fenêtre, les cheveux au vent, elle laissait le vent jouer avec ses cheveux. Elle composait des mélodies absurdes lorsque les signaux radio faiblissaient. Sur le petit réchaud de camping, elle préparait la soupe et insistait pour utiliser des cuillères en plastique pour un goût particulier. Le soir, nous avons installé le camp, allumé un feu et nous sommes assis à proximité. Aucune exigence, aucune attente. 2 êtres essayant d'oublier un monde qui n'avait été amical envers aucun de nous. Une nuit, sous le ciel étoilé de l'Utah, je lui ai avoué. J'étais marié, ai-je dit doucement. Elle est restée silencieuse, attendant simplement. J'ai parlé de son infidélité à son patron. Elle m'a avoué son amour. Ils ont dit que cela ne signifiait rien. Mais coucher avec quelqu'un d'autre n'est-il pas intentionnel ? Elle a acquiescé d'un signe de tête. Tu te trompes, semble-t-il. Je pensais que nous étions en sécurité. Je pensais que tu m'appartenais éternellement. Pendant que j'imaginais notre avenir, tu le détruisais. Je me suis excusé, et j'ai cru à sa réponse. Ces mots exprimaient plus de la compréhension que de la compassion. « Et toi ?» ai-je demandé. Après un silence, elle a répondu. J'avais un supérieur qui m'avait promis une promotion. Au lieu de ça, j'ai été licencié. Il n'y a eu aucune mise au courant. Nous divergeons simplement. Ma vie était rythmée par ce travail et je ne l'avais pas anticipé. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le feu crépitait doucement. Elle m'a jeté un coup d'œil et m'a demandé « Sais-tu ce qui est le plus dur ? Ni la trahison, ni la perte. Le calme qui suit. Tout a disparu et il ne reste que toi. » J'ai hoché la tête, reconnaissant cet aspect. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de larmes, pas de déclaration profonde. Juste 2 êtres brisés de manière différente, reprenant peu à peu la force de ressentir à nouveau. Les jours passèrent à toute vitesse. Nous avons parcouru les routes rurales du Nevada, campé là où il n'y avait pas de réseau,
préparer nos repas sur le réchaud compact de notre van et laver nos vêtements dans les rivières. Nous avons chanté de vieux airs country. Un jour, nous avons dansé, un peu gênés, dans une station-service, au son d'un haut-parleur externe. Elle avait le don de transformer le banal en escapade palpitante. Faire les courses devenait un événement. Réparer une crevaison, une mission d'équipe. Les embouteillages nous offraient l'occasion de partager des anecdotes de road trip, et j'étais de la partie. Mon sourire est revenu, non pas faux, mais sincère. Elle nous a fait rire, non pas comme simple passagère, mais comme un élément essentiel du voyage, le meilleur. Un soir, dans l'Oregon, nous sommes tombés sur un camping entouré de pins. Sur une pierre, elle se tenait pieds nus, les bras écartés, comme pour fuir. « Si je disparais dans les bois, ignore les recherches. »« Elle va bien ?» rétorquai-je. « C'est improbable, » sourit-elle. Plus tard, ce soir-là, je reconnus mon affection grandissante pour elle. Pas avec une extravagance débridée comme dans les films. Au contraire, progressivement, régulièrement et clairement, elle transforma notre voyage en un lieu familier. Cela revêtait une importance capitale pour quelqu'un privé de ce qui le faisait se sentir chez lui. Nous étions compagnons de route depuis près d'un mois, en repensant à notre itinéraire, indiqué par une carte approximative coincée dans la boîte à gants. Cela paraissait absurde. Nous sillonnions les États, revenant parfois sur nos pas, et esquivant des attractions que d'autres auraient l'air payé cher pour visiter. Cependant, il ne s'agissait pas de faire du tourisme. Il s'agissait de se sentir revivre, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un dimanche, nous arrivâmes à la frontière nord de la Californie. Le temps était frais, humide et inhabituellement calme pour un week-end. Émilie était blottie sur le siège passager, les pieds sur le tableau de bord, emmitouflée dans une couverture, les cheveux ébouriffés par le vent. Je conduisais plus lentement que d'habitude, non pas à cause de la circulation, mais parce que je ne voulais pas que le voyage se termine. Plus tôt dans la journée, elle m'avait posé une question. « As-tu déjà réfléchi à ce qui se passerait après ?» Je suis restée silencieuse, non pas par manque d'y avoir réfléchi, mais parce que je ne savais pas quoi répondre. Nous sommes arrivés à un camping près du lac Shasta dans l'après-midi. Ce n'était pas l'endroit le plus pittoresque que nous ayons visité, mais il y régnait une certaine sérénité. Semblable au décor de la dernière page, il offrait des vues sur les montagnes lointaines, et une tranquillité que nous apprécions tous les deux. Comme à notre habitude, elle a ramassé du bois, et j'ai entretenu le feu, tandis que nous terminions le dernier chili de l'épicerie, 3 jours plus tôt. La routine était réconfortante, on se sentait comme à la maison. Après le dîner, nous nous sommes assis près du feu, et l'atmosphère semblait bien différente de celle des derniers jours. Pas terrible, juste plus pesant. Elle attisa les braises avec un bâton et commenta « Je crois que c'est mon point final. » J'hésitais, incertain de ses paroles. À vrai dire, je n'avais pas imaginé l'événement dans son intégralité. Il s'est déroulé spontanément. Je planifiais ma prochaine action. Pourtant non. J'ai persisté. Maintenant, j'aspire à une pause, décider d'un chemin, semer quelque chose. J'acquiesçais lentement. Moi aussi, j'avais envisagé la même chose. Elle me jeta un coup d'œil. « Alors, quelle est ta stratégie ?» Je haussai les épaules. « En vérité, je ne sais pas. Cette excursion avait commencé par une fuite, mais depuis ton arrivée, ce n'était plus une fuite. Mais maintenant, on dirait qu'on dérive. Il n'y a plus d'amarrage. » Elle sourit doucement. C'est à la fois délicieux et effrayant. Nous restâmes silencieux un moment. Le feu crépita. Le vent souffla dans les bois. Puis elle prononça des paroles qui me coupèrent le souffle. « Je ne me suis jamais sentie aussi bien que ce dernier mois. » Je la fixai du regard. J'ai fréquenté des gens qui me donnaient l'impression d'être insignifiante, réservée et loin de moi-même. Pourtant, avec toi, je n'éprouve plus le besoin de faire semblant. Au début, je suis restée silencieuse, me contentant de l'observer. Ce sentiment n'était pas exprimé de manière romantique, il était plus profond. Il s'agissait de confiance, de connexion, de quelque chose d'inhabituel. Je ressens aussi une résonance avec toi. Pendant des années, j'ai cru que ma vie tournait autour de ma maison, de mon travail et de mon mariage, mais rien ne m'a semblé aussi authentique que ce moment avec toi, à savourer un chili en conserve en écoutant le chant des grillons. Elle a ri doucement. Le chili en conserve semble être la clé de son cœur. Puis elle s'est tue,
le regard fixé sur les flammes. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle a posé une question. « Et si on évitait de trop réfléchir ? Que veux-tu dire ? Et si on prenait une décision ensemble, ici et maintenant ?» Je me suis retrouvé fixé sur elle. Et puis elle a dit « Marions-nous ». Ma première réaction a été la surprise, non pas parce que cela m'effrayait, mais parce que c'était parfaitement logique. C'est cela qui me préoccupait plus que tout. Je réprimai un petit rire gêné. « Est-ce sincère ?» confirma-t-elle. « Aussi authentique que quelqu'un qui se tient près d'un feu de camp dans les bois et qui souffre d'halitose ?» Nous rîmes tous les deux, puis nous nous tûmes. Je la scrutais. Son visage était illuminé par la lumière du feu. C'était la femme qui était montée dans ma camionnette, sac à dos et sourire serein, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait démantelé tous mes préjugés humains. En réponse, j'affirmai « Oui, allons-y ». Elle esquissa un large sourire, un sourire sincère, sans fard. « Tu ne me proposes pas ça juste parce que tu en as assez de conduire seul, si ?»« Non, » répondis-je. « Je te le propose parce que, pour la première fois depuis longtemps, je suis sûr de la personne que je veux à mes côtés. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous ne nous sommes pas embrassés. Au lieu de cela, nous sommes restés silencieux, perdus dans nos pensées, méditant sur quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le lendemain, nous sommes allés en voiture jusqu'à la ville voisine, avons visité le palais de justice et demandé des renseignements sur l'obtention d'une licence de mariage. On nous a informé que cela prendrait 2 jours. Nous avons donc logé dans un motel en périphérie de la ville, dîné d'une cuisine chinoise catastrophique, regardé la télévision en silence et passé le temps en toute quiétude. Pourtant, il y avait une familiarité apaisante dans l'anticipation de ce qui allait se passer. N'ayez crainte, aucune hésitation, juste une assurance tranquille. Pendant 2 jours, nous avons erré en ville, échangeant quelques mots et faisant des achats insignifiants. Ça manquait de romantisme conventionnel. Pas de grands gestes. Il s'agissait plutôt de coexistence. Sans stress ni arrangement, nous existions simplement ensemble. Et quand le moment est venu, nous avons rempli les formalités administratives dans le bureau beige et endormi d'un greffier, en tenue décontractée, jeans et baskets. Ni spectateurs, ni fleurs n'ornaient de la scène. C'était simplement nous, parfaitement. Nous n'avons pas fêté ça avec du champagne. Nous nous sommes abstenus d'afficher notre joie en ligne. Après avoir finalisé les formalités administratives et quitté le palais de justice, nous avons attendu en silence dans la camionnette pendant un long moment, sous un arbre sur le terrain du tribunal. Émilie s'est appuyée contre la fenêtre, contemplant la paisible rue du village, tandis que moi, immobile, les mains sur le volant, inspirant profondément. Il n'y avait aucune appréhension, aucun doute. Pour la première fois depuis des années, je me sentais stable. Au bout d'un moment, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Alors, monsieur le mari, quelle est la prochaine étape ?» J'ai ri et répondu « Où vous voulez ?» Cette fois, nous avons mis le cap sur l'Oregon. Émilie rêvait depuis longtemps de voir la côte nord, et plus particulièrement Cannon Beach, qu'elle avait vu enfant sur une photo et qu'elle s'était juré d'y marcher pieds nus un jour. J'ai suggéré « Réalisons ce rêve aujourd'hui ». La camionnette a vibré pendant le trajet, et j'ai envisagé de m'arrêter pour l'inspecter. Mais Émilie insistait. « Ne nous portez pas la poisse, on y est presque. » On aurait dit qu'elle avait plus confiance en la voiture que moi. 3 jours plus tard, nous atteignions la côte. Malgré la brume de fin d'après-midi et un temps plus frais que prévu, c'était d'une beauté à couper le souffle. Les falaises abruptes, la brise marine vivifiante et la plage exactement comme elle l'avait décrite. Elle est immédiatement sortie de la camionnette et a enlevé ses chaussures et ses chaussettes. « Je te l'avais dit », dit-elle en souriant, et pieds nus. J'ai passé quelques instants supplémentaires dans la voiture, l'observant s'avancer vers la mer, la queue de son manteau battant derrière elle. Cette scène est restée gravée dans ma mémoire. Elle est restée vivace. Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu près du bord de mer. Nous nous sommes garés dans une minuscule ville, et j'ai fait quelques petits boulots. Émilie a aidé une famille à vendre du miel sur un marché fermier pendant 2 week-ends, tandis que je gagnais de l'argent en réparant la clôture endommagée d'un homme et en rangeant son garage. Ce n'était pas glamour, les revenus étaient maigres, mais c'était simple. Cela suffisait. Nous avons trouvé une maison pittoresque dans les bois, non loin de la côte qu'un couple de personnes âgées louait au mois,
Il n'y a pas de connexion Internet. Le signal cellulaire est faible, même avec un téléphone prépayé. Nous avons accepté cet arrangement sans réserve. Le premier soir, j'ai mal préparé le dîner. Le riz était trop cuit. Elle a ri de bon cœur, au bord des larmes. Elle se souvient de son enfance lorsque son père a tenté, sans succès, de cuisiner du chili en utilisant de la cannelle au lieu de la poudre de chili. Elle a remarqué que cela semblait affreux, mais elle a confirmé que c'était le cas. Nous avons ri. Je me suis adapté au calme. J'ai apprécié le vent dans les arbres, le craquement du vieux plancher. Rituel quotidien. Préparer du café sur le feu. Ouvrir les fenêtres. Respirer. Pas de bruit, pas de téléphone, juste deux inconnus désormais mariés. Trouver la tranquillité. Certains affirment que l'amour nécessite du temps, une construction minutieuse. Je suis d'accord. Mais lorsque deux cœurs sont brisés aux mêmes endroits, ils s'alignent naturellement. Il n'existe pas de modèle pour de telles rencontres. C'est juste une sensation innée. Les conversations sur le passé ont diminué. Non pas pour l'éviter, mais plutôt pour perdre de l'importance. Mon ex-épouse, elle s'est transformée en quelqu'un d'une autre époque. Son infidélité, le tourment, ne me hantaient pas ici. Cela ne servait à rien dans cette existence. Émilie a enduré des jours désagréables. Je me suis réveillée taciturne et distante. J'ai moi aussi connu de tels moments. Pourtant, nous nous sommes accordés de l'espace. Nous nous sommes abstenus d'essayer de résoudre le problème. Nous avons cohabité près l'un de l'autre jusqu'à la fin de notre vie commune. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de rester. Nous avons acheté le chalet lorsque les anciens propriétaires ont annoncé leur déménagement chez leurs petits-enfants. Je l'ai obtenu à un prix raisonnable. Il avait besoin de réparation. Cependant, mes expériences de voyage m'ont permis de le gérer. Nous avons cultivé un jardin. Nous avons acheté des meubles d'occasion. Émilie s'est lancée dans la création de bijoux avec des coquillages et du verre de mer. J'ai commercialisé ces créations dans une boutique locale. J'assumais diverses tâches, comme les réparations, les livraisons et l'aide à ceux qui ne pouvaient pas le faire eux-mêmes en transportant des objets. Nous gagnions suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins. Notre priorité était de faire de notre espace de vie un foyer. Un matin, environ 1 an après notre première rencontre, je fus réveillé par l'odeur des crêpes et le bruit de la mer devant ma fenêtre. En entrant dans la cuisine, je la trouvai là, débraillée, fredonnant doucement, vêtue d'une de mes vieilles chemises. Elle me regarda et dit « Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureuse. » Je restai silencieux. Je me suis placé derrière elle, l'ai prise dans mes bras par la taille et lui ai déposé un baiser sur la nuque. Pas besoin de plan, ni de stratégie sur 5 ans. Nous étions ensemble, et cela suffisait, vu tout ce que nous avions vécu ensemble. Lorsqu'on nous interroge sur nos origines, nous répondons simplement « Quelle anecdote amusante, nous étions tous les deux perdus. » Échanger un petit rire, sourire, garder l'anecdote pour nous, reste une tradition. Ce n'est pas l'amour qu'on voit au cinéma. C'est une histoire tranquille, profonde, authentique, et la nôtre.